Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver vraiment pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes le mercredi 18 décembre 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous essaierons de faire le point sur la situation de l'APEJS, l'école des musiques actuelles de Chambéry, avec Marc Chalos. Une session bien-être ensuite avec Julie Bagnard pour bien préparer les fêtes et enfin une rencontre avec Arthur Détrat, jeune réalisateur. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence ce soir pour les titres de ce journal. Salut Clémence. Salut Seb, tu vas bien? Ça va très bien. La Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand, J-1. Et oui, J-1, alors les équipes sont déjà sur place et la piste française est notamment connue pour son ambiance exceptionnelle. Emmanuel Jaudet et Alexandre Roux sont allés à la rencontre de la délégation française, c'est ce qu'on va voir dans le JT. Et on sera d'ailleurs demain avec Emmanuel sur place pour vous faire vivre cette ambiance. Et puis l'industrie locale qui est à l'honneur. Et oui, Rumilly et Seyssel ont reçu le label Territoire d'industrie, une appellation qui s'est concrétisée par la signature d'un contrat d'accompagnement cette semaine dans les bureaux de Tefal. Victoria Lopez nous en dira un petit peu plus dans le journal. Merci beaucoup Clémence. À tout à l'heure. Allez, on démarre cette émission avec l'actualité. Nous allons parler culture avec monsieur Marc Chalos. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur, futur ex-directeur, comment est-ce qu'on doit dire de l'APEJS. L'actuel directeur de l'APEJ. L'APEJ, voilà. Pour Association pour la promotion et l'enseignement des musiques actuelles en Savoie. On va commencer par une petite présentation de l'établissement. Qu'est-ce que c'est l'APEJ? Alors l'APEJ, c'est une école de musique actuelle, c'est-à-dire que c'est un lieu où on enseigne à la fois le rock, la chanson, le jazz, etc. Pour des élèves qui sont amateurs, c'est-à-dire qui ont envie de faire la musique pour le plaisir, mais aussi des élèves qui sont en formation professionnelle. Alors ils font de la musique pour le plaisir, mais dans le but de devenir professionnels. Voilà. Alors vous êtes actuellement dans une situation bien compliquée, puisque vous avez notamment dû vous résoudre à fermer la Soute, qui était votre salle de concert. Voilà, alors on va fermer la Soute, puisque demain... Il y a encore un concert. Voilà, il y a encore un concert demain, qui est l'ultime concert, demain jeudi 19 donc. Avec un mélange donc de groupes et puis de sets DJ, puisqu'on essaye on a essayé d'avoir une programmation à la fois électronique et puis aussi avec des groupes. Donc oui, on est obligé de fermer parce qu'on a des difficultés financières, évidemment, qui nous obligent donc à ne pas continuer malheureusement la programmation à partir de janvier. Voilà. Cette fermeture, elle est définitive ou j'imagine que vous, votre souhait, elle ne soit que temporaire? Ouais. Alors, pour l'instant, non, ce n'est pas définitif, du moins on l'espère, évidemment. On a l'espoir que soit... Alors, c'est un peu difficile d'en parler, mais en tout cas, déjà, ce qui est sûr, c'est que la Soute va continuer par rapport à la pédagogie, au cours. C'est-à-dire qu'on organise des concerts, d'ailleurs, ce soir, on organise un concert d'élèves. Donc ça va continuer, des concerts d'élèves, soit amateurs, soit des élèves en formation professionnelle, donc ils font des concerts d'insertion professionnelle. On a aussi des examens, etc. Enfin, voilà. Et des résidences d'artistes, puisqu'on a beaucoup de groupes, pas mal de groupes, qui viennent travailler leur musique donc, dans nos locaux sur plusieurs jours. Donc ça continue. Ensuite, sur la programmation dont moi je m'occupais, qui était donc, on faisait une trentaine, voire 35 dates par an. Malheureusement, on arrête l'année prochaine, comme je l'ai dit. Il se peut que la ville mette à disposition des associations qui en feraient la demande, le lieu de manière ponctuelle. Ça, c'est pas encore acté, mais c'est peut-être ce qui va se passer. Mais voilà, nous, on espère qu'à terme, une vraie programmation pour avoir de nouveaux lieux, pourra avoir lieu encore. Ouais. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait que vous avez dû fermer la Soute? C'est quoi? C'est pas assez rentable? Ça vous coûte trop cher? Ça coûte trop cher, c'est pas assez rentable. Qu'est-ce qui se passe? La Soute, c'est un lieu déjà qui est difficile parce que la jauge, c'est une jauge, c'est-à-dire on peut mettre maximum 200 personnes dans cette salle. Et c'est très difficile d'être rentable avec une jauge de 200. Il faut faire forcément guichet complet? Guichet fermé, il faut faire guichet fermé? Il faut faire guichet fermé, sachant qu'on a des contraintes qui sont particulières à cette salle, qui proviennent du fait que la salle est au -1. Et donc, contrainte de sécurité, j'imagine? Contrainte de sécurité lourde, on est obligé d'avoir deux SIAP, c'est-à-dire deux agents de sécurité qui sont spécialisés dans l'évacuation des gens en cas d'incendie. C'est très coûteux. Et donc rien qu'avec ça, et puis le troisième facteur, c'est que, et ça, nous, c'est important pour nous, on paye les musiciens, c'est-à-dire qu'on les déclare, voilà. Et donc tout ça ajouté,
Tout ça est assez difficile à rentabiliser, voire quasiment impossible. Donc, c'est un système qui marche à condition qu'il y ait des subventions. Puisque pour nous, c'est le nerf de la guerre et on n'est pas les seuls. Hein. Beaucoup de structures en France, notamment les SMAC, les salles de musique actuelle qui sont labellisées par l'État, ce qui n'est pas notre cas. Hein. Nous, on est une sorte de mini-SMAC, puisqu'on est aidé encore maintenant par la mairie, la région, le département, l'État, des sociétés civiles comme la SACEM et la Spedidam. Mais malheureusement, ces subventions, ça c'est un mouvement national général, baissent. Et en deçà d'un certain montant, on ne peut plus malheureusement faire une programmation régulière. Et c'est ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'à terme, c'est l'ensemble de l'association, de l'école qui est menacée? Alors, on n'en est pas là? Non, on n'en est pas là. Oui, parce que quand j'ai présenté la structure, la PEJ, j'ai dit que c'était une école, mais c'est donc, on l'a compris, c'est à la fois une école et un lieu de diffusion. Ce qui est intéressant d'ailleurs par rapport à l'école, puisque ça permet aux élèves d'écouter, d'entendre la musique et aussi de se produire. Voilà. Et pardon, votre question, je l'ai. Est-ce que c'est, avec toutes ces difficultés financières, c'est l'ensemble de l'école qui est menacée? Non, alors non, sincèrement non. Là, on a aussi beaucoup amélioré depuis la rentrée, c'est-à-dire depuis le mois de septembre dernier, la rentabilité de l'offre pédagogique, surtout par rapport aux amateurs, maintenant on est dans une offre forcément de cours collectifs. Jusque-là, on pouvait prendre un cours de piano, par exemple, seul ou à deux. Et alors maintenant, c'est encore possible, mais c'est beaucoup plus cher. Et ce qui remplace cette formule, c'est des cours où vous êtes forcément 4. Ce qui, d'un point de vue pédagogique, est intéressant parce qu'on le sait, les pédagogies collectives, pour la musique, en particulier pour les musiques actuelles, sont efficaces. Et d'un point de vue du coût, c'est évidemment pour nous ça nous coûte beaucoup moins cher. Voilà. Alors, vous faites partie des établissements qui délivrent le MIMA, le certificat de musicien-interprète des musiques actuelles, grâce notamment à une subvention de la région. Ouais. Et là aussi, par rapport à ce que vous nous avez dit, cette manne financière, elle est en danger? Elle est en danger, oui. C'est un peu, comment dire, ça fait longtemps qu'on est sur la sellette. On le sait, notre élu nous soutient, mais est-ce que ce sera suffisant? On a vraiment besoin d'une aide de la région pour pouvoir mener cette action pédagogique de formation professionnelle, sans quoi on peut vraiment pas. Donc oui, on a des inquiétudes. On en saura plus d'ailleurs en juin 2020. Mais il est fort possible que nos subventions baissent, cette subvention-là particulièrement, ce qui pourrait compromettre le MIMA dans notre établissement, tout à fait. Est-ce que récemment, vous avez eu l'occasion de rencontrer quelqu'un de la mairie Oui, tout récemment, il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette entrevue? Alors, il en ressort que... Alors, sur la question de la soude, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que la ville envisage de mettre à disposition d'associations la soude de manière ponctuelle. Après, nous, et pour être très franc, et je l'ai dit à la ville, on attend de la ville un peu plus de soutien, en fait, parce que la ville nous soutient, certes, mais sans doute pas au niveau où elle devrait pour que la soude puisse continuer de vivre. Ça pourrait être un des enjeux des élections municipales. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, Marc. Merci à vous. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre la régie. Avant d'accueillir Julie Baguenard, une petite revue de presse qui pourrait bien intéresser Bastien, notre community manager. Elisabeth II, la reine d'Angleterre, du haut de ses 93 ans, est en ce moment à la recherche d'un community manager. Une annonce a été publiée en ce sens sur LinkedIn. Il s'agit d'un poste de 37,5 heures par semaine, du lundi au vendredi, avec un salaire de 4 600 € brut par mois. L'offre inclut 33 jours de congé, un accès à des formations et un repas par jour. Mais le palais de Buckingham Palace exige de fortes références, une expérience solide et surtout un travail délicat pour éviter tout dérapage en ligne. Rappelons qu'Elisabeth II a un compte Twitter et un compte Instagram. C'est l'heure de penser à soi à quelques jours des fêtes et pour cela, rien de mieux que d'accueillir Julie Baguenard, notre spécialiste bien-être. Salut Julie. Salut Seb, ça va? Ça va très bien. Alors, pour cette dernière de l'année, tu as choisi de nous parler de quoi, j'imagine? On va préparer les fêtes. Trois choses. Je vais vous parler d'une espèce de méthode qui n'est pas très très connue, qui arrive un petit peu en France. Je vais vous parler d'un livre, toujours aussi pour le cadeau de Noël, et puis d'une tendance de développement personnel qui arrive en 2020. Donc je vais commencer par quelque chose qui s'appelle le gyrotonique. Donc on est toujours un petit peu dans des mots très élaborés. Ça me dit quelque chose. Ouais, alors en fait l'histoire de gyrotonique, c'est un danseur qui s'appelle Julius Horsvarts, qui s'est cassé le talon d'Achille.
Et en fait, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour continuer en fait un petit peu à danser et à travailler mon corps pendant que je suis en repos. Et en fait, il a commencé à s'intéresser un petit peu au yoga, etc. Et il a fait une méthode sur un tabouret qui s'appelle la gyrokinésie. Et en fait, du coup, comme on voit sur l'image, il élabore toute une méthode. Et petit à petit, ça a évolué vers des machines plus élaborées qu'un tabouret, avec des poids, avec vraiment des choses qui sont faites en bois et où tu peux pousser et vraiment qui suit le mouvement du corps. Et c'est en train vraiment de se développer. Alors, c'est toujours très tendance aux US, ces choses-là, puisque lui, en fait, il était basé à New York. Et ça s'est développé donc auprès des danseurs, mais ça s'est développé aussi beaucoup auprès des sportifs. Et du coup, c'est aux États-Unis, en Australie, mais il y en a un à Annecy, en France, et à Lyon. Il n'y en a pas à Paris. Et du coup, moi, je suis allée essayer le gyrotonique. Et alors? Et c'est super. Moi qui suis danseuse d'origine, en plus, plus prof de yoga, j'ai pu vraiment découvrir toute la technique. C'est très intéressant, ça fait beaucoup travailler les muscles profonds. Et puis en plus, on gagne beaucoup en calme et en force intérieure. Donc le studio en fait gyrotonique, il est à Verrier du Lac, et je vous invite vraiment à découvrir un site internet qui s'appelle gyrotonicannecy.com. Et voilà, en plus la salle elle est magnifique parce qu'il y a vraiment une vue sur le lac. Donc voilà, ça s'appelle le gyrotonique. Et c'est un petit peu, je dirais, comme le pilates. Ça peut être une bonne résolution pour 2020. Ouais. Et franchement, il faut essayer parce que c'est un peu comme le yoga, on dit souvent, oh, mais c'est calme, enfin, ça ne fait pas travailler. Et on sort d'une séance, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, ça c'était une méthode vraiment qui commence à se développer en France. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler. Un livre. Bah oui. Pour avoir un petit cadeau de Noël. Alors, c'est un livre que moi, on m'a offert quand j'ai commencé le yoga, parce que tu sais, en yoga, on parle sanskrit, enfin, du moins, ce qu'on appelle les asanas, c'est-à-dire les postures de yoga, c'est du sanskrit. C'est un petit peu l'équivalent du latin en Inde. Ça s'appelle le chien tête en bas. Donc, il y a plein de petits post-it, hein, parce que du coup, je le lis. Et ce livre, il a été fait par une illustratrice et une historienne. Donc, ça s'appelle Le chien tête en bas, 45 histoires d'asanas. Donc, les asanas, c'est les postures de yoga. Et en fait, à chaque fois, il y a un dessin, mais ça explique aussi d'où vient le nom. L'histoire. L'histoire, voilà, parce qu'en fait, ils ont un peu comme des épopées, les Indiens, comme nous, on a Ulysse, si tu veux. Ils ont deux grosses épopées, dont les noms sont quasiment imprononçables, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est assez sympa. Donc, pareil, hein, moi, j'aime pas lire des gros bouquins. Il y a une posture à chaque fois, donc si tu veux t'endormir le soir, c'est pas mal. Ça veut dire que chaque posture a une histoire derrière elle? Oui. En fait, je vais te lire un petit exemple, si tu veux, comme ça. Vas-y. On parle souvent du lotus en yoga, c'est un petit peu la position phare qu'on voit dans toutes les photos. Et en fait, le lotus, en sanskrit, ça s'appelle Padmasana. Donc, Padma, en fait, c'est le lotus. Et Asana, c'est la posture. Donc, à chaque fois, les postures, tu as le nom. Plus Asana. Plus Asana à la fin. Et du coup, ça parle du dieu Vishnu, qui pensait à l'univers, etc. Et en fait, il était assis tranquillement. Il pensait à l'univers et un lotus émergea doucement de son nombril. Sa tige s'élevait, souple et résistante, soutenant un bouton de lotus immaculé. Déployant un à un ses 1000 pétales, la fleur révéla en son centre un être à 4 visages. C'était Brahma, le dieu créateur. Donc en fait, ça explique en gros que le lotus monte et qu'il se développe. Et c'est pour ça aussi que souvent, tu sais, les lotus, c'est un petit peu dans la boue. Et ça monte et voilà, c'est un petit peu, ça devient magnifique. C'est vraiment intéressant. Donc le premier son de la création a été fait aussi avec ce dieu. Donc c'est Om, qu'on entend souvent. Et ça allait déclencher la transformation de l'océan cosmique en l'univers que nous connaissons aujourd'hui. Donc après, il faut le prendre avec un regard assez détaché. Avec un peu de recul. Mais en tout cas, ça parle un petit peu de ces épopées et aussi de la portée symbolique. Donc c'est ce que je te disais. Elle explique que le lotus représente la progression du yogi, puisque ça s'épanouit, ça fait le chemin vers la surface, ça déploie délicatement les pétales, et comme c'est issu de l'obscurité et qui s'épanouit en pleine lumière.
Donc c'est tout un petit processus mental. Donc c'est la première posture que prit Shiva, le dieu des yogis, avant de transmettre la science du yoga à son épouse Parvati. Donc ça fait une assise confortable. Donc au niveau physique, voilà, c'est une assise confortable, ça reste stable, ça bascule ni vers l'avant ni vers l'arrière. Donc ça s'enracine via la tige du lotus, qui est à la fois souple et solide. Donc en fait, c'est très intéressant. Tu peux remontrer le livre à la caméra. Oui, bien le sûr. souffleton. Le chien tête en bas. Le chien tête en bas, 45 histoires d'asana. Et vraiment, je vous Ça fait une idée de cadeau de Noël. Oui, et puis on apprend tout seul en fait le nom des postures. Voilà, petit livre Et de bien-être. on termine avec une tendance pour 2020. Oui, la tendance 2020. Attention, pour moi, ce sont les oracles. Alors bon, je t'ai pris un petit oracle en cœur. En fait, c'est un peu comme des tarots où tu tires des cartes. C'est vraiment en train d'exploser sur les réseaux sociaux. Bon, c'est quelque chose qui est en cœur. Il y a différents thèmes, mais il y a des très très belles cartes. Et c'est un petit peu comme les phrases bien-être qu'on voit sur Internet, mais bon, sauf que ça a été développé autour de cartes. Il y a beaucoup aussi d'illustratrices qui font ça. Et du coup, on va venir tirer les cartes. Et il faut que tu penses à une petite question. Me concernant. Te concernant, bien sûr. C'est bon. C'est bon? Du coup, je mélange le paquet. Tranquillement. Bon, je ne vais pas faire un gros mélange parce que on est sur le plateau. Hop. Du coup, tu peux prendre la carte qui te va au-dessus. Donc, tu me dis ta question et ensuite, tu nous diras la Je te dis la réponse. question. Oui. Est-ce que je vais réussir à couvrir les Jeux Olympiques 2024 à Tahiti? À Tahiti? L'épreuve de surf, Ah, mais c'est génial. Ah, mais je viens avec toi. si tu veux. Bah, vas-y. Est-ce que tu peux lire ce que te dit l'ange? Alors, cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Ouais, j'espère qu'il va t'aider alors. Bah, j'espère aussi. C'est tout le mal que je me souhaite. Non, mais en tout cas, moi, je veux bien venir au JO faire le surf. Bon, voilà, c'est quelque chose vraiment qui est en développement. C'est un petit cadeau assez sympa. Et bah, c'est pour les fêtes. pareil, c'est plein de bonnes idées de cadeaux. Voilà. On te retrouve en 2020. Merci en tout cas, Julie, pour tous tes conseils avisés. Ouais, bonne Et puis fête. on te souhaite évidemment de très très belles fêtes. Et puis faites-vous plaisir. Hein. C'est le Parce que principal, bien-être, c'est la période. Ouais, voilà. Merci, Sam. Merci beaucoup Julie. Une rencontre à présent pour aller jusqu'à la fin de cette première partie avec Arthur Détra. Bonsoir. Bonsoir. Alors je me permets de te tutoyer. Tu as 17 ans. Oui. Tu es donc, malgré ton jeune âge, déjà réalisateur. C'est ça. D'où est-ce que te vient cette passion pour l'image? Je crois que ça a commencé très tôt. Oui, ça a commencé à l'âge de mes 13 ans. Donc de base, j'avais une web radio. Donc j'avais monté tout un site internet, etc. Et je me suis dirigé vers l'image grâce à mon oncle qui est photographe, qui m'a donné plein d'astuces, etc. Et puis j'ai fait plein de vidéos avec les appareils de ma mère. Puis après, ça a commencé comme ça. Tu as monté l'Aimant TV qui a pris la suite de la Oui. radio. Aujourd'hui, c'est vraiment le cinéma, la réalisation qui t'intéresse? Oui, c'est ça. C'est vraiment le cinéma. J'avais monté l'Aimant TV. J'avais pareil créé un site internet, etc. Je faisais beaucoup de reportages locaux. Et j'ai voulu changer d'image, avoir un côté plus professionnel. Donc c'est pour ça que j'ai créé récemment AD Prod. Et donc c'est une production où vraiment on va faire du cinéma, etc. Alors, tu es sur présent sur notre plateau pour nous parler de ton tout nouveau projet, une web série qui s'appelle Salomé. Oui, c'est une web série Salomé, jouée par Méline Bidois. Donc je l'ai co-réalisée avec Maëva Schneider. Donc c'est l'histoire d'une fille qui va venir à Évian pour rencontrer son grand-père, mais ses parents s'y opposent. Et donc il va y avoir plein de rebondissements là-dessus. Où est-ce que vous avez trouvé l'inspiration pour ce scénario, pour ce pitch? Alors on a beaucoup discuté, on avait déjà un scénario qu'on avait déjà monté, mais il ne nous plaisait pas du tout, donc on a rechangé, etc. Et en un an, vraiment, on a trouvé un juste milieu et on a réussi à créer vraiment quelque chose de mieux. Alors, 5 épisodes prévus. Oui. Le tournage, on a déjà les dates. Tu as déjà les dates pour le tournage? On va commencer fin janvier 2020. J'ai lu que tu avais recruté les acteurs sur les réseaux sociaux. Oui. Comment ça s'est passé? Il y a eu un casting, j'imagine? Oui, comment- non, on n'a même pas fait de casting en fait. C'est des personnes que. Premier arrivé, premier servi. Oui, voilà, c'est ça. C'est des proches ou des personnes que oui, j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux en fait. Et puis, donc il y a 10 acteurs. On va avoir une scène où il y aura une 50aine de figurants et on est une 20aine dans l'équipe technique.
Donc maquilleur, j'imagine, régisseur, enfin comme Ouais. une vraie équipe Ouais, de coiffeur, cinéma. etc. Qu'est-ce qui va être le plus difficile pour toi? Alors le tournage n'a pas encore commencé justement. Qu'est-ce que tu appréhendes le plus dans le tournage de cette web série? L'organisation, donc trouver la bonne date avec tout le monde, je pense que ça va être le plus compliqué. Et on a déjà fait une réunion, c'était déjà compliqué, on a changé plusieurs fois la date de la réunion pour pouvoir rassembler un maximum de personnes. Qu'est-ce que ça représente pour toi, pour ton cheminement personnel, pour ta carrière, le fait de te lancer voilà, dans un vrai projet cinématographique? J'ai enfin quelque chose de concret, et donc ça va être mon premier projet cinématographique. Et franchement, ça va être vraiment une avancée, je ne sais pas comment expliquer. Une vraie progression? Ouais, une progression, voilà, c'est ça. Et je vais acquérir un peu d'expérience aussi. Il y a de l'appréhension là ou c'est plus Beaucoup de l'excitation? Non, beaucoup de stress, aussi de l'excitation, mais beaucoup de stress. Alors tu es très soutenu depuis maintenant un moment par la ville d'Évian, Oui, notamment c'est ça. par Madame le maire Josiane Ney. Oui. J'imagine que c'est super important pour toi de sentir que voilà. Oui, c'est très important, et justement, grâce à Josiane Lay, ça nous permet d'avoir, on va dire, carte blanche pour tourner dans Évian, par exemple pour la salle de la Ça Réunion. va se passer du côté etc. d'Évian? Oui, le tournage ça va se passer Évian, Thonon et Neufchâtel, donc Bas-Chablais. J'imagine que tu dois avoir déjà plein d'autres projets dans la tête. Est-ce que tu arrives un petit peu justement à classifier tout ça dans ton esprit, où il y a beaucoup d'idées qui arrivent? Il y a beaucoup d'idées qui arrivent, et je note tout en fait. Donc là, pour l'instant, on va faire notre web série, on se concentre là-dessus, et après, on va essayer de faire des émissions, etc. Alors si tout se passe bien, cette web série, elle sera disponible quand? À partir, sur les réseaux, j'imagine? On aimerait la rendre disponible, on va dire fin août 2020 à peu près. Et on va faire une avant-première au cinéma à Évian. Tu es lycéen? Oui, en terminale. Terminale, donc année du bac. Oui. C'est facile de mener de front les deux entre C'est difficile lycéens après. J'essaye un maximum on s'organise correctement, donc sans laisser de côté les devoirs. Mais c'est pas facile parce que j'ai beaucoup de rendez-vous, etc. Tu es dans une section cinéma ou en Non, pas du tout. Je suis en filière technologique. filière technologique? Donc la suite, c'est quoi? C'est un BTS peut-être? BTS audiovisuel. BTS audiovisuel. Oui. Le fait d'arriver, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, cette web série, qu'est-ce que ça va représenter pour toi? Tu penses que ça peut t'ouvrir des portes? On C'est aimerait. aussi peut-être l'idée, j'imagine? Oui, j'aimerais que ça m'ouvre des portes. Après, on va voir. Et j'acquiers de l'expérience grâce à ça. Et donc, ça peut que être bénéfique pour rentrer dans les écoles que j'aimerais faire. Tu as côtoyé un petit peu le côté journaliste. Maintenant, tu es passé côté cinéma. Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des choses? Il y a pas mal de similitudes parce que j'étais du côté journaliste reporter d'images, donc je faisais beaucoup d'images, et là, je me suis mis à l'image dans le cinéma. Et il y a pas mal de similitudes. Ce côté autodidacte, c'est-à-dire que tu apprends sur le tas, Oui. tu le revendiques? Oui, après, j'ai beaucoup appris en étant autodidacte, en regardant des vidéos sur YouTube, etc. Mais mon oncle, il m'a donné beaucoup de conseils aussi. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? On espère qu'évidemment tout va bien se passer pour Salomé, Oui. avec une belle publicité, une belle communication. Et puis on espère que tu reviendras nous voir une fois que ça sera terminé. Pas de souci. Merci beaucoup Merci en tout à cas, vous. Arthur Détra. Retenez ce nom. Merci beaucoup. Merci. C'est fini pour cette première partie. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction présenté par Clémence Roualdès. A tout de suite.